Madame Renée-Claude Laroche, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Charlevoix. Bienvenue à l'émission. Bien, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, avec votre titre et le centre pour lequel vous travaillez, c'est officiel qu'on va parler suicide. Oui, ou de prévention. De la prévention du suicide par une semaine de prévention qui s'en vient très bientôt. Là. Effectivement. Donc, du 31 janvier prochain jusqu'au 6 février, ce sera la Semaine nationale de prévention du suicide. La thématique provinciale, c'est le suicide n'est pas une option, c'est important pour nous. Ça fait déjà 4 ou 5 ans que c'est cette thématique-là qui est reprise au niveau provincial. Pourquoi changer quand c'est bon? Ça dit tout, hein? C'est pas une option, regarde. Oui, c'est pas une option et malheureusement, je parlais avec une psychologue la semaine passée, j'ai malheureusement pas la source, mais elle lisait dans un texte qu'environ encore 50 de la population québécoise considère le suicide comme étant une option valable pour régler ses problèmes ou sa souffrance quand la personne n'a pas d'autre option possible. Donc, c'est important, je pense, de maintenir cette thématique-là et de redire aux gens que malgré l'intensité de la souffrance qu'ils peuvent vivre, ce n'est que temporaire et que le suicide n'est malheureusement pas une option. Je pense que ça n'arrête pas la souffrance. Au contraire, ça crée de la souffrance pour les gens qui restent. Voilà. Alors, quand on parle d'options, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Soit une détresse, ou être très égoïste, finalement, parce qu'on se dit c'est je me moi, puis je règle mes problèmes, mais on ne tient pas compte de tous ceux qui nous entourent dans ce contexte-là. Là. Bien, effectivement que le geste peut avoir l'air égoïste. C'est sûr que quand on dit le suicide n'est pas une option, c'est pas un moyen pour mettre fin à la souffrance. Par contre, on peut comprendre que certaines personnes en arrivent à un moment donné par manque de solution, parce qu'ils ont essayé, parce qu'ils ont vécu plusieurs échecs, plusieurs événements souffrants et qu'ils ne trouvent pas d'autres moyens. On peut comprendre qu'à un moment donné, le suicide devienne pour eux une alternative ou un moyen de mettre fin à leur souffrance. Mais c'est pas la mort qui est recherchée, c'est la fin de la souffrance. Donc, je ne crois pas que les gens, quand ils sont rendus là, c'est qu'ils sont rendus face à un mur. Donc, eux, ils ne voient plus de solution possible. Et là, c'est là où l'entourage, où les intervenants ont un rôle à jouer, de les amener, de faire un pas vers l'arrière, de prendre un certain recul. Et là, la vision s'élargit et commencer tranquillement à voir d'autres options, justement, apparaître parce qu'il y en a d'autres options. Donc, en ce sens-là, je ne crois pas que c'est un geste égoïste, même si ça peut avoir l'air comme tel. On parlait tantôt de la thématique provinciale. Oui. Bon, c'est pas une option. Mais au Québec, c'est orienté... Bon, pas au Québec, Charlevoix. C'est orienté davantage vers l'homme. Oui, cette année, on a décidé de traiter de la détresse chez les hommes, plus spécifiquement, de la demande d'aide aussi chez les hommes. Pourquoi? Je vous dirais, nous, on observe au Centre de prévention du suicide, beaucoup plus d'hommes viennent chercher d'aide, et c'est une bonne chose. Malgré tout ça, les hommes décèdent 3 à 4 fois plus que les femmes par suicide. On dit qu'environ 75 % des décès commis le sont par des hommes. Donc, pour nous, c'est très vrai aussi pour Charlevoix, et je vous dirais pour Charlevoix, le pourcentage doit monter, je dirais plus 85, voire 90 % des décès par suicide sont commis par des hommes dans Charlevoix. 45-65 ans. Donc, souvent, on va penser que c'est les jeunes. Il y a des décès par suicide chez les jeunes. Il y a de la détresse chez les jeunes. Par contre, les décès par suicide qu'on observe dans Charlevoix, c'est vraiment les hommes de 45-65 ans. Donc, ils sont rendus dans une étape de leur vie où il y avait des rêves plus jeunes, puis de fil en aiguille, à l'âge où tu es rendu là, à cet âge-là, tu es comme mature, puis là, tu regardes un peu en rétrospective ce que tu as pu faire ou ce que tu as voulu faire versus ce que tu as fait. Puis là, je veux dire, il y a souvent une déception qui s'installe. Bien, il peut y avoir une déception. C'est aussi l'âge aussi, bon, tout dépendamment, 45-64, c'est quand même une grande tranche d'âge. Une fin de carrière, donc... perte d'emploi. Bon, voilà, c'est ça. Séparation après X années. Séparation. Je pense qu'un homme
quitter, c'est un facteur de vulnérabilité à la détresse, mais au suicide important. Je pense que je le dis et c'est important pour les gens qui nous écoutent d'être à l'affût. C'est pas tous les hommes qui sont quittés qui vont poser un geste suicidaire, mais c'est quelque chose, c'est un facteur de vulnérabilité important, c'est très bien documenté, et donc d'être peut-être déguiser nos antennes quand on connaît là, quelqu'un qui est en séparation. On entend souvent dans l'entourage des gens où ils ont connu quelqu'un qui s'est suicidé. Je m'en doutais pas, je ne l'ai pas vu venir, je suis surpris, ça n'avait pas de bon sens. Hier, j'étais avec, je riais, puis regarde, aujourd'hui, il n'est plus là. C'est pas évident de voir les signes avant-coureurs. Non, parce que souvent, les hommes ou une personne en détresse suicidaire va laisser des messages, mais souvent, les messages ne seront pas directs. Une femme aura peut-être plus tendance à le nommer, ce qui fait que la demande d'aide ou l'aide va s'offrir plus facilement. Tandis que les hommes ne le nommeront pas. On peut l'observer par certains changements de comportement. Un peu plus d'isolement, une augmentation de la consommation d'alcool ou de drogue, des habitudes, des changements dans les habitudes, là, comme le sommeil, l'alimentation et tout ça. Donc, c'est des signes qui sont observables. Délaisser certaines activités qui étaient importantes aussi peuvent en aller. Ils ont tendance à s'isoler un petit peu plus. Voilà. Et arrêter certaines activités. Par contre, nous, ce qu'on dit toujours, c'est quand on sait qu'une personne de notre entourage vit des moments difficiles, allez vous informer, allez offrir votre soutien. Peut-être qu'elle n'est pas suicidaire, mais déjà, d'aller vers cette personne-là, c'est d'ouvrir la porte à l'aide, au soutien. Et donc, on fait vivre une expérience positive en ce sens-là. Et ça rouvre la porte à quelque part d'aller vérifier la personne si elle est en détresse et que là, elle se sent écoutée, accueillie dans sa détresse ou dans sa vulnérabilité, dans ses difficultés qu'elle vit au moment présent. Ça permet aussi d'ouvrir la discussion. Et là, si on sent que peut-être qu'il y a des signes, peut-être qui laisse penser qu'il y aurait une détresse suicidaire, mais là, c'est d'aller, à ce moment-là, poser la question directement à la personne. Parce que l'aide que vous apportez peut être, oui, directement rattachée à quelqu'un qui a des idées suicidaires, mais aussi aux proches de ces personnes-là. Voilà. Souvent, la demande d'aide va passer par un proche qui s'inquiète. Ils vont nous appeler, je ne sais pas quoi faire, nanana. Donc, et là, l'intervenante, ce qu'elle va faire, c'est que, on va recueillir certaines informations de la personne, aider le proche à aller soit chercher plus d'informations ou à poser certaines actions pour soit amener la personne dans les services d'aide, que ce soit chez nous ou dans le service approprié. La coacher aussi, puis la rassurer parce que c'est pas évident. Ton conjoint, ton enfant, ton collègue de travail qui est suicidaire, c'est stressant. On se sent une responsabilité, mais on n'est pas formé dans la vie pour nécessairement intervenir. Donc, on est là aussi pour aider ces gens-là, autant dans comment ils peuvent agir avec la personne suicidaire, mais les soutenir aussi dans leur vécu à travers tout ça. Et à la limite, si le proche ne se sent pas outillé, ne se sent pas à l'aise, c'est correct aussi, on respecte ça. On peut, avec son autorisation, relancer la personne en détresse. Évidemment, on favorise toujours que la demande d'aide vienne par les gens eux-mêmes, que le proche fasse un bout, mais il y a certaines situations où c'est déjà un grand pas de franchi si la personne lève la main, j'ai besoin exactement. d'aide. Dans les faits, l'aide que vous apportez, elle a plusieurs facettes. Ça peut être l'aide téléphonique, ça peut être personne à personne. Vous avez différentes approches. Tout à fait. Je pense que chacun, selon son niveau d'aisance, va y trouver son compte. Mais par téléphone, c'est souvent le premier contact, mais les gens peuvent se présenter directement. Souvent, comme je vous disais, la porte d'entrée, c'est le téléphone et après ça, on va fixer des rendez-vous là, en face à face. C'est sûr que c'est toujours plus facile parce qu'on voit la personne, on est en interaction. Ça crée le contact. C'est plus facile pour créer le lien de confiance également. Mais il y a des suivis qui peuvent se faire aussi que par téléphone.
Parfois aussi, on va y aller au niveau familial. Donc, pas de la thérapie familiale, mais il va y avoir des rencontres où on va rencontrer à la fois la personne en détresse et son entourage pour créer une communication, jeter certains tabous par terre aussi, parce que des fois, il y a des gens qui veulent aider, mais sont tellement inquiets qu'ils vont, à la limite, étouffer la personne suicidaire. Donc, c'est ça, fait que ça permet des échanges qui sont très riches et, évidemment, ça crée un filet de sécurité autour de la personne en détresse. Parce que là, on peut communiquer avec le téléphone, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. Bien, nous, au Centre de prévention du suicide de Charlevoix, on est ouvert sur les heures normales de bureau, donc à la Malbaie au 665-0096 ou à Baie-Saint-Paul au 435-2212, mais on est facilement trouvable, bottin, Internet et tout ça. Par contre, il y a une ligne d'intervention 24/7, comme vous mentionnez, pour les soins nuit et fin de semaine. Donc, c'est un numéro sans frais où la population de Charlevoix peut communiquer. Il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Exactement. Et, par contre, là, c'est seulement téléphonique, mais le relais se fait avec nous là, sur nos heures d'ouverture. Okay. Donc, voilà. Dans le cadre de la semaine de prévention, il y a quand même des activités qui sont organisées, là. Oui. Bien, comme vous le mentionnez au début de l'entrevue, on a décidé de traiter la détresse chez les hommes. Beaucoup d'activités sont organisées auprès des intervenants du milieu, dans les usines aussi également. On a des sensibilisations qui se font. Mais il y a quand même une activité où on invite toute la population de Charlevoix. C'est la demande d'aide des hommes, pardon. Donc, la demande d'aide des hommes, voir au-delà. Donc, mieux comprendre pour mieux aider. Donc, ça s'adresse à la fois aux hommes qu'à l'entourage des hommes. Ça va avoir lieu le mercredi 3 février au Camp de Manoir à Les Éboulements. Et c'est à 19h30. On a un conférencier invité qui est M. Daniel Beaulieu, qui est intervenant formateur à l'organisme Choc de Laval. C'est un organisme qui vient en aide aux hommes, différentes problématiques, et entre autres, qui ont un volet pour les hommes suicidaires. Donc, il y a vraiment une expertise à ce niveau-là. M. Beaulieu est également formateur en prévention du suicide et a travaillé longtemps au Centre de prévention du suicide de Québec. Donc, on a vraiment là, et c'est un excellent conférencier, donc on a vraiment quelqu'un de fort dynamique et fort pertinent là, pour venir nous entretenir du sujet. Oui, la demande d'aide des hommes, mais également, ça peut déborder l'intervention plus spécifique au niveau de l'intervention du suicidaire. Le message, dans le fond, c'est de passer aux hommes. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Laissez tomber les tabous macho, virils, le pourvoyeur familial et compagnie. Les stéréotypes de la masculinité, parce que selon moi, être un homme, c'est être bien, peu importe qu'on soit jardinier à la maison, peu importe. Je suis mère de 2 enfants, c'est ce que je leur enseigne. Il n'y a pas de stéréotype de la masculinité, à mon sens, à moi, mais effectivement, ce que vous nommez là, les hommes sont trop souvent pris dans ces stéréotypes-là. Est-ce que les plus jeunes, quand on dit plus jeunes, les 18-35 ans, mettons, là, parce qu'il y a des hommes verts là-dedans, il y a de plus en plus de partage au niveau des tâches, ils sont de plus en plus sensibles à l'aspect famille. Est-ce qu'on sent que ces jeunes-là sont moins dans ces stéréotypes-là, ou bien non, ça semble vouloir se perpétuer? On le souhaite. On le souhaite. Il n'y a pas d'études comme telles encore qui nous démontrent hors de tout doute qu'on est en changement. Je sais que les stéréotypes de la masculinité sont encore très présents. Ils se sont probablement adaptés aux années 2000 plutôt que les stéréotypes des années 70, parce que là, c'est devenu plus naturel que les hommes s'impliquent, mettons, dans leur rôle parental, dans les tâches familiales, je veux dire. Mais au niveau de l'expression des émotions, au niveau ça semble pas changer. J'ai l'impression que ça perdure encore, mais il y a de l'espoir, je vous le disais. Parce qu'avant, si on prend le monsieur de 40-60 ans, là, c'était le seul pourvoyeur familial pratiquement, voilà. Puis la madame était plus, en tout cas dans le stéréotype à la maison. Aujourd'hui, on a besoin des 2 salaires pour pouvoir arriver. Souvent, la femme gagne plus cher que l'homme, voilà. Mais il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte qui viennent débalancer un petit peu ce stéréotype-là. Exactement. Et donc, je pense que celui-là, effectivement, tend à changer.
Ce qu'on sait moins, c'est au niveau de l'ouverture, l'expression des émotions. C'est encore difficile. En tous les cas. Si on veut en savoir davantage, ça se passe le 3 février au Camp Le Manoir. Tout à fait. Il y a un intervenant, comme vous l'avez mentionné tantôt, spécialisé dans la demande Exactement. d'aide chez les hommes. C'est à 19h30, c'est gratuit? Oui, effectivement, c'est tout à fait gratuit. Et donc, on vous attend en grand nombre. Si vous voulez plus d'informations, vous nous appelez au centre à la Malbaie. Et ça va nous faire plaisir là, de vous informer et de vous accueillir, surtout ce soir-là, parce que ça m'ouvre la porte. Si on veut aussi que nos jeunes changent, je pense qu'on a un rôle comme parents, comme éducateurs, de favoriser justement la demande d'aide, puis de peut-être défaire ces tabous-là, ces stéréotypes-là. Et cette conférence-là, du 3 février, va sûrement nous donner quelques pistes. C'est tellement, regarde, entre 40 et 65 ans, on se dit, je suis rendu vieux, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 80-90 ans. Il y a encore des belles années. Donc, c'est de prendre un recul puis de se donner une chance de dire, il y a encore des belles choses à vivre. Exactement, voilà. Madame Laroche, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et on souhaite que le taux de suicide dans Charlevoix diminue. On se le souhaite, oui, qu'il n'y en ait plus. Voilà. Merci. Merci. C'est pas une option, hein? Non, le suicide n'est pas une option. Et voilà. Madame Nicole Bouchard de Vision d'Espoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on parle de Vision d'Espoir, ces relations parents-ados. Vision d'Espoir, c'est, comment dire, dans cette section-là qu'on se trouve à opérer, là. Bien, en fait, moi, je m'occupe du volet parents de Vision d'Espoir. Donc, c'est vraiment un volet qui va travailler sur la prévention, hein. On sait que Vision d'Espoir, c'est un organisme qui vise la toxicomanie. Mais ce volet-là va viser plus la prévention de la toxicomanie. Donc, dans le cadre de ce volet-là, on offre les ateliers parents d'ados une traversée qui s'adressent aux parents qui ont des enfants entre 10 et 17 ans et qui se questionnent au sujet de l'adolescence de leurs jeunes et de ce qui peut se passer à ce moment-là. Et Dieu sait qu'on a tous, en tant que parents, un vécu d'ado, oui. Mais qui n'est pas nécessairement le vécu de l'ado que l'on a aujourd'hui. C'est totalement différent, évidemment. Mais souvent aussi, on a du mal à se rappeler tous les états d'âme par lesquels on pouvait passer quand nous, on était des adolescents. C'est pour ça qu'il y a une formation parents d'ados, une traversée. C'est sûr que les adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup plus sollicités que nous, on pouvait l'être à leur âge. Là. Maintenant, il y a tous les médias sociaux, il y a, tu sais, l'accès facile à la consommation, à la pornographie, à tout ce qu'il y a sur Internet. Donc, c'est tout un monde. Et en tant que parent, des fois, on peut être inquiet parce que, puis c'est normal d'être inquiet là, quand on est un parent, de voir que notre adolescent peut avoir accès à tout ça aussi facilement. Puis, on ne veut pas que notre adolescent tourne mal. Donc, se donner des outils pour avoir une bonne relation avec son adolescent, c'est de la prévention. Et puis, ça aide aussi à avoir une vie agréable à la maison avec notre jeune et avec toute la famille. Est-ce qu'on peut dire que l'ado d'aujourd'hui est plus rebelle qu'on l'était, nous, dans le temps? Non? Je ne sais pas. Je ne connais pas les statistiques. C'est comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a plus de possibilités. Peut-être qu'il y a plus de liberté qu'on pouvait en avoir, nous, à une certaine époque. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut faire un petit peu plus attention, là, parce que c'est important en tant que parent. Hein, on en parle dans les ateliers. On va parler des règles de vie puis de la discipline. C'est pas le temps à l'adolescence de lâcher, parce que c'est une période où on a le goût de, tu sais, de... Laisse-moi respirer. Ouais, va jouer dehors, mais ils vont pas. Va jouer dans ta chambre, ça va être devant l'ordi. Dans toute son attitude, l'adolescent nous fait sentir qu'il n'a pas besoin de nous, il conteste tout ce qu'on dit, Ça, je pense que j'étais comme ça moi aussi. Ouais. J'imagine que Normand, c'est la même chose. Je le regarde, son côté artistique. J'imagine que dans le propre de l'adolescence, on remet en question les valeurs de nos parents. C'est normal, ça fait partie du processus parce qu'on est en train de se construire. C'est en plein ça. On est en train de se construire, devenir une personne
autonome, une personne différente de nos parents. Alors, c'est une période où les jeunes vont explorer les valeurs, hein. C'est pour ça qu'ils vont aller dans leur groupe d'amis, puis ils vont essayer les valeurs de leur groupe d'amis. Souvent, c'est mieux dans la famille du voisin parce que leurs parents sont plus cool. Fait que là, il fait comme magasiner ses valeurs. Et souvent, dans la plupart des cas, ils reviennent aux valeurs familiales. Mais avant, il faut qu'ils explorent. Puis c'est normal, c'est un processus de détachement aussi. Il y a un lien qui va se transformer avec le parent et qui va faire en sorte que notre adolescent va devenir un adulte autonome. Et alors, les ateliers comme tels sont des ateliers de formation pour mieux s'outiller, dans le fond, pour faire face à tous ces changements-là. Là. Oui. En fait, c'est des ateliers qui ont été montés par un organisme qui s'appelle Entraide Parents dans les années 2000, au début, à 2000. Et à ce moment-là, ils ont fait ces ateliers-là. Ils les ont vraiment testés auprès de 140 parents dans 10 groupes différents pour voir si c'était vraiment applicable, si ça répondait aux attentes et aux besoins des parents. En tout cas, ils ont vérifié, ils ont demandé aux parents d'évaluer pour voir si c'était vraiment ce qu'il fallait. Alors, ça leur a permis de peaufiner et d'enrichir le contenu de ces ateliers-là. Donc, ils ont fait leurs preuves. Hein. Ils ont quand même, ça fait maintenant 16 ans qu'ils roulent un petit peu partout au Québec. Et puis, donc, ils sont éprouvés. Puis, ici, dans Charlevoix, ça fait 4-5 ans qu'on... Ici, ça fait peut-être autour de 6 ans, 6-7 ans. Je n'ai pas de date précise là, qui sont là. On ne les a pas donnés à chaque année, par contre, mais il y avait la possibilité qu'ils étaient là. Et puis, cette année, on veut vraiment on renouvelle, renouveler. on le refait. Oui, c'est important. Dans le contexte des thèmes, parce que j'imagine qu'il y a des ateliers où on va chercher des thèmes plus pointus pour axer et finalement venir aider les parents. C'est quoi les principaux thèmes qu'on peut y retrouver? Bien, je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, on va parler de toutes les transformations qu'il y a à l'adolescence. On voit tous les changements physiques de notre adolescence, c'est ce qui est le plus évident. Mais en dehors de cette transformation physique-là, il y a aussi des transformations sur le plan psychologique, émotionnel. Et quand on comprend mieux tous ces changements-là que l'adolescent vit, bien, c'est plus facile pour le parent de comprendre et d'accepter certaines choses. Alors, il y a ce thème-là. On va parler aussi de communication, qui est toujours un sujet qui est très, très en demande. Aujourd'hui, c'est tellement Internet et communication dite impersonnelle tout en étant personnelle, parce qu'on pense qu'on communique avec plein de monde, mais on communique avec personne, toute proportion gardée. C'est pas du face-à-face. Oui, en fait, on a beaucoup d'outils pour se parler, mais des fois, c'est des outils qui font en sorte qu'on s'éloigne des gens qui sont le plus proches de nous. Bien, à travers ce volet-là, on va vraiment se donner des petits trucs pratico-pratiques dans le quotidien pour favoriser les échanges avec notre adolescent puis améliorer la communication. Puis on va regarder aussi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Hein. Quand on veut trop, des fois, on a l'effet inverse. Au lieu de s'aider. Oui, donc c'est ça. C'est des choses toutes simples qui sont applicables et qui peuvent aider. On va parler aussi de discipline et de règles de vie parce que bien, c'est sûr que notre adolescent a encore besoin d'avoir un filet de sécurité et ce filet de sécurité-là, c'est le parent qui va le mettre. Alors, puis aussi pour que ce soit plus agréable de vivre, puis amener notre jeune à collaborer, puis à avoir un respect dans la famille. Donc, tout ça, la discipline, les règles de vie, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir instaurer. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec ce programme-là, c'est que les parents peuvent le personnaliser. Tu sais, ils arrivent à la maison selon leur personnalité, leurs valeurs, leur contexte de vie, bien, ils vont pouvoir l'adapter. Tu sais, c'est pas rigide, donc c'est comme ça, puis il faut l'appliquer comme ça. Là, non. Chaque personne prend ce qu'il a besoin, puis il transmet. Je pense que c'est l'adaptation selon la situation qui fait qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas, dans le fond. Exactement. OK. Dites-moi, ça s'adresse aux parents, mais il y a des parents qui je sais pas moi, qui ont une approche préventive, puis il y en a d'autres qui, eux autres, bien, réagissent par ces actions-réactions. Oui. Qui, dans le fond, se bien, présente chez vous? En fait, on a les deux. On a des parents qui viennent avant d'être dedans, dans la pointe de l'adolescence et de vivre tout ça, pour justement se préparer, puis savoir comment réagir. Puis il y a d'autres parents qui viennent, bien, quand ils sont là-dedans, jusqu'au cou, et puis que là, ils disent il me semble que j'aurais besoin de m'outiller davantage. Est-ce que l'adolescence, parce qu'avant, c'était comme pratiquement défini, genre 14 ans à 17 ans, aujourd'hui, on entend parler que de plus en plus, les jeunes sont
comment dire ça, rentrent dans la phase d'adolescence beaucoup plus jeunes que nous dans notre temps. Oui, bien c'est pour ça maintenant on a élargi parce qu'avant ça commençait plus à 12 ans, mais maintenant il y a des besoins là, à partir de 10 ans. Là. 10 ans. La puberté commence à cet âge-là, puis dépendamment des enfants, là, ils ne se développent pas tous au même rythme, mais il y en a que déjà à 10-11 ans ils commencent à avoir des poussées hormonales, puis ça transparaît au niveau du caractère, puis au niveau des émotions. Fait que les parents se questionnent. Et... Ouais, il faut être aux aguets. Là. Ouais. De là, la capacité ou la facilité ou la possibilité d'aller assister à ces ateliers-là. Les ateliers ont lieu quand? Bien, les ateliers ont lieu, ils vont commencer le 2 février, c'est un mardi le 2 février à 18h30. Ça va avoir lieu dans les locaux de Vision d'Espoir à Baie-Saint-Paul. Ils sont situés? Au 60 rue Leclerc à Baie-Saint-Paul. OK. C'est totalement gratuit. Les parents sont les bienvenus. C'est une série de 9 ateliers de 2 heures. Chaque atelier est bâti à peu près sur le même modèle, c'est qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des petits exercices, des réflexions, puis il va aussi avoir un contenu théorique qui va être abordé avec les parents. C'est très dynamique, c'est des beaux échanges. Les parents viennent ils viennent souvent chercher aussi un support avec les autres parents. Et entre eux, souvent, des fois, il y en a qui arrivent avec des situations très, très pointues. Et entre eux, ils se donnent des trucs. Ah, ben moi, j'ai essayé ça, puis ça a bien fonctionné. Ça fait que, tu sais, c'est toujours le fun de voir qu'il y en a d'autres qui ont essayé et que ça marche bien. Donc, on essaye. C'est sûr que tout ne marche pas avec tous les enfants. Il y a essai-erreur là-dedans aussi. Exactement. Il n'y a pas de livre écrit, vous avez fait ça comme ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Quand on est un adolescent, on apprend par essai et erreur. Et c'est aussi quelque chose que les parents viennent découvrir parce qu'on sait que la société est très exigeante. Hein? On en met beaucoup sur le dos des parents. Puis, fait que là, ils vont apprendre qu'il n'y en a pas de parents parfaits. Fait que, il faut accepter de se donner droit à l'erreur. Ce qui est important, c'est d'être capable de reconnaître ses erreurs et de se remettre en question. Et je pense qu'un parent qui participe à une formation comme ça, il y a déjà un pas de C'est un peu les objectifs de ces ateliers-là. Là. Ben oui, entre autres. Là, mais mieux les outiller. C'est surtout des choses qui vont venir chercher, qui est comme en marge de tout le contenu. Parce que oui, ils viennent chercher des connaissances, des notions théoriques, mais en même temps, ils viennent chercher du support, ils viennent chercher juste de voir que, bon, ben, je ne suis pas le seul à vivre ça. Oui, il y a d'autres parents qui vivent cette situation-là. Mon jeune, il est normal, c'est correct, qu'est-ce qui se passe présentement? Ah non, c'est pas moi qui ai manqué l'éducation de mon enfant. C'est normal qu'il y ait une rupture au niveau de son attitude, son comportement, que je ne le reconnaisse plus. Ça fait un peu partie aussi de tout ça. Puis c'est ce qu'ils vont découvrir à travers les ateliers. Alors, dans le contexte, il y a du contenu, quoi. Ben oui, il y a du contenu. C'est donné par des parents, par des gens plus spécialisés? Ben, en fait, c'est une formatrice qui a été formée par l'organisme Entraide Parents qui va offrir les ateliers. Donc, c'est moi, en l'occurrence. OK. Donc, c'est moi qui est là depuis le début du programme. Puis, je l'ai donné l'année passée encore, puis je le redonne cette année. Alors, vous êtes formatrice, mais en même temps, vous êtes parent. Donc, vous pouvez appliquer Ouais, théorie pratique. Oui, c'est ça. Bien, il reste que moi, j'ai quand même un bout de chemin. Mes enfants sont devenus des adultes maintenant, mais j'ai quand même traversé 4 adolescences et 5 avec la mienne. Fait que j'en ai vu un petit peu de toutes les couleurs. Ça fait que c'est le fun, ça enrichit aussi la formation parce que les gens arrivent avec chacun leur petite histoire. Puis ça permet de dédramatiser, hein, parce que souvent, quand on est pris dans l'émotion, dans le tourbillon émotionnel que suscite l'adolescence dans une famille, on trouve ça difficile. Puis, fait que des fois, de prendre un peu de recul, puis quand les parents s'en parlent, à un moment donné, ils se rendent compte que, finalement, c'est comme un fait cocasse. Ça se passe dans d'autres familles, puis ils peuvent en rire. Fait que là, c'est... Ça dédramatise, Ah, puis oui. en même temps, on voit ça avec un autre Oui, œil. les parents partent un petit peu plus légers, là. Fait que Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, premier atelier, 2 février. 2 février. À quelle heure déjà? 18h30. 18h30, ça se passe dans les locaux de Oui. Vision d'Espoir qui est sur la rue. Leclerc, 60 rue Leclerc. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Il faut s'inscrire initialement? 435-2332. Et oui, il faut s'inscrire, absolument. C'est ouvert à combien de parents en soi? C'est des petits groupes, là, maximum de 8 à 10 par an. Moi, j'invite les parents qui, parce que des fois, on n'est pas trop sûr si ça correspond vraiment à ce qu'on veut, s'embarquer pour 9 ateliers. Prendre l'information, tout simplement. Fait qu'ils peuvent venir, ils peuvent assister au premier atelier.
Puis là, ils pourront voir si vraiment ça correspond à leurs attentes, si ça répond à leurs besoins, puis Se ils faire pourront une prendre idée. la décision de poursuivre ou d'arrêter. Bon. Puis en même temps, ben, je voudrais aussi proposer aux couples de venir. Souvent, ça arrive qu'on a des couples de parents qui viennent. Surtout en tant que parent, c'est ça. C'est pas Ouais. juste un, c'est le couple. Ben, c'est facilitant parce que comme c'est une période qui est un petit peu plus difficile, on peut se supporter un l'autre. On parle le même langage, on est sur la même longueur d'onde. Parce que le jeune est souvent manipulateur. Ben, il c'est va- un nom d'un bar, je vais aller voir l'autre, puis c'est oui, finalement, on ne sait pas Ouais. parler. Ouais. Ben, il connaît très bien ses parents, hein? Fait que l'adolescent va être Je pense que capable de... l'adolescent connaît plus ses parents que les parents connaissent l'ado. Ah ben, l'ado est plus secret, mais il reste qu'ils ont quand même un vécu de 10, 12, 15 ans ensemble. Fait qu'il sait très bien où sont les failles, puis il va savoir les utiliser. Donc, quand on est préparé à ça, ben, on peut former une équipe puis s'apporter du soutien mutuellement. Ça peut aussi faire en sorte que, tu sais, il y a des petits conflits des fois, là, quand on n'est pas tout à fait d'accord au niveau des conduites éducatives qui pourraient... tu sais, on n'a pas besoin de ça, là. On n'a pas besoin de ça. Fait que quand on peut l'éviter, ben ça, c'est une façon qu'on peut s'aider en tant que couple. D'avoir le même langage. Ah oui, c'est ça. Bien. Bien, Madame Bouchard, merci beaucoup. Ben ça m'a fait Et plaisir. bonne chance dans vos ateliers. Merci. Et on souhaite d'avoir des jeunes ados en santé et sains d'esprit. Absolument. Merci. Merci.